Décembre 1944. Stalag 9B, Bad Orb, Allemagne. Un garde allemand se tenait à son poste devant le nouveau convoi de prisonniers américains. Ses ordres étaient clairs comme le givre qui recouvrait les barbelés. Séparer les prisonniers par race, les soldats blancs vers le camp principal, les soldats noirs vers les baraquements ségrégés avec rations réduites et sans privilège de la Croix-Rouge. C'était la procédure standard. La Wehrmacht avait adopté ces politiques en s'inspirant de la ségrégation militaire américaine. Si les Américains eux-mêmes séparaient leurs soldats par race, cela indiquait sûrement que ces troupes nègres étaient inférieures et nécessitaient un traitement différent. Le garde s'approcha du premier groupe de prisonniers noirs, prêts à aboyer ses ordres en allemand. Il s'attendait à des regards vides et à l'incompréhension. Procédure standard. Pointer du doigt, crier, les pousser vers leur zone assignée. Mais avant qu'ils puissent parler, l'un des prisonniers s'adressa directement à lui, en allemand parfait, avec un accent bavarois. Guten Morgen, Herr Gefreiter, nous comprenons parfaitement vos ordres. Préférez-vous que nous formions les rangs par taille ou par affectation d'unité? Le garde se figea. Le prisonnier se tenait au garde-à-vous, son maintien militaire impeccable, les yeux fixés droit devant, attendant une réponse comme un cadet d'officier prussien. Derrière lui, d'autres soldats noirs attendaient en formation parfaite. Leur discipline était évidente, leur compréhension du protocole militaire indiscutable. Ce n'était pas ce qu'on avait dit aux gardes de s'attendre à trouver. Les briefings du renseignement de la Wehrmacht décrivaient les troupes nègres américaines comme peu éduquées, à peine entraînées, bonnes uniquement pour les corvées. Personne n'avait mentionné qu'elles pourraient parler allemand. Personne n'avait suggéré qu'elles pourraient comprendre la tactique militaire mieux que certains des gardes qui les surveillaient. Au cours des mois suivants, les gardes allemands de multiples camps de prisonniers allaient découvrir que leurs hypothèses sur la race et les capacités militaires étaient catastrophiquement erronées. Certains des prisonniers noirs américains qu'ils gardaient étaient mieux éduqués que leurs geôliers, parlaient plusieurs langues couramment et possédaient des connaissances militaires qui allaient sauver des vies des deux côtés. Ceci est l'histoire de comment des prisonniers de guerre noirs ont fracassé les attentes allemandes, survécu à une captivité brutale et prouvé que l'intelligence, l'éducation et la compétence militaire n'ont rien à voir avec la couleur de peau. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Ce sont les histoires qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la Seconde Guerre mondiale. La capture de soldats noirs américains par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale créa une situation complexe que le commandement de la Wehrmacht n'avait jamais adéquatement anticipée. L'idéologie raciale nazie déclarait les Noirs inférieurs. Pourtant, ces prisonniers arrivaient en uniforme américain, portant des armes et ayant combattu avec une compétence qui contredisait chaque supposition. Fin 1944, des milliers de soldats noirs américains avaient été capturés lors de diverses opérations. La bataille des Ardennes, en décembre 1944, résulta dans le plus grand nombre de prisonniers américains pris en une seule opération pendant la guerre. Plus de 23 000 hommes capturés lors de l'assaut allemand initial. Parmi eux se trouvaient des centaines de soldats noirs provenant d'unités ségrégées, incluant des hommes du 333e bataillon d'artillerie de campagne, des compagnies de transport et des unités du génie de combat. Le traitement initial de ces prisonniers par la Wehrmacht révéla des complications immédiates. Les procédures d'interrogatoire standard supposaient que les prisonniers auraient besoin de traducteurs, que les niveaux d'éducation seraient minimaux, que les connaissances militaires seraient basiques. Ces suppositions fonctionnaient raisonnablement bien pour de nombreux soldats capturés. Elles échouèrent spectaculairement lorsqu'appliquées à certains prisonniers noirs américains. Les archives historiques documentent de nombreuses instances d'interrogateurs allemands surpris par des prisonniers parlant couramment allemand, français et italien. Certains prisonniers noirs étaient diplômés universitaires avec des spécialisations en langue. Quand les interrogateurs allemands tentaient de les piéger en changeant de langue pendant l'interrogatoire, ces prisonniers répondaient calmement dans la langue utilisée, corrigeant parfois les erreurs de grammaire de leurs interrogateurs. Les rapports d'interrogatoire de divers camps notent ce phénomène de manière répétée. Un officier du renseignement allemand écrivit dans son rapport que le prisonnier exhibait un niveau d'éducation supérieur à celui de nombreux officiers allemands, qu'il parlait le Hochdeutsch avec un meilleur accent que l'interrogateur lui-même, que les suppositions précédentes concernant les capacités intellectuelles des nègres nécessitaient révision. D'autres soldats capturés avaient étudié l'ingénierie dans des universités historiquement noires comme l'Institut Tuskegee avant la guerre.
Quand les gardes allemands découvrirent des manuels techniques en leur possession, ils supposèrent que ces matériaux avaient été volés à des officiers blancs. Ces prisonniers démontrèrent le contraire en expliquant des systèmes mécaniques complexes en allemand technique, utilisant une terminologie que même les ingénieurs du camp reconnaissaient comme professionnelle et précise. Certains prisonniers noirs avaient été professeurs de lycée avant la guerre, spécialisés en histoire européenne et littérature allemande. Ils pouvaient citer Goethe, discuter des réformes militaires prussiennes et analyser la doctrine tactique de la Wehrmacht avec une sophistication qui déstabilisait leurs geôliers. Les archives du camp documentent des instances de prisonniers corrigeant les malentendus des gardes sur la théorie militaire allemande. En allemand, laissant les gardes visiblement ébranlés. Ce n'étaient pas des cas isolés. Parmi les milliers de prisonniers noirs américains, les gardes allemands rencontrèrent des enseignants, des diplômés universitaires, des artisans qualifiés et des soldats professionnels dont l'éducation et les capacités démolissaient chaque stéréotype que l'idéologie nazie leur avait appris à croire. La réponse allemande à cette dissonance cognitive varia considérablement. Certains gardes, particulièrement les plus jeunes endoctrinés depuis l'enfance dans les théories raciales nazies, refusèrent simplement de reconnaître ce qu'ils observaient. Ils attribuaient les compétences linguistiques à des individus exceptionnels, les traitant comme des anomalies qui ne remettaient pas en cause la hiérarchie raciale plus large qu'on leur avait enseignée. D'autres, particulièrement les soldats plus âgés de la Wehrmacht, qui se souvenaient de l'Allemagne avant l'ère nazie, virent leur vision du monde se fissurer. Des entrées de journal intime récupérées après la guerre révèlent des gardes luttant avec ce qu'ils observaient. Un soldat de carrière écrivit que les prisonniers nègres américains n'étaient pas ce qu'on leur avait dit, que certains étaient des hommes éduqués, que certains parlaient mieux allemand que ses propres enfants, qu'ils ne comprenaient pas comment ils avaient pu se tromper à ce point. Les SS et la Gestapo maintinrent des positions plus dures. Quand des rapports atteignirent les commandements supérieurs concernant des prisonniers noirs éduqués, certains officiers SS suggérèrent qu'il devait s'agir d'exceptions, peut-être des enfants de mariage mixte, possiblement éduqués en Europe. L'alternative, que les théories raciales nazies étaient fondamentalement défectueuses, était trop menaçante pour toute leur structure idéologique pour être contemplée. Mais pour les gardes qui interagissaient quotidiennement avec ces prisonniers, le déni devint de plus en plus difficile. Les preuves s'accumulaient dans d'innombrables petites interactions, des prisonniers noirs qui traduisaient pour d'autres prisonniers, qui comprenaient des ordres complexes sans explication, qui démontraient une connaissance des tactiques militaires lors des discussions administratives du camp, qui lisaient les journaux allemands et discutaient de l'actualité avec une analyse sophistiquée. Les témoignages d'après-guerre documentent des cas particulièrement frappants. Certains soldats noirs capturés avaient des parcours internationaux inhabituels, élevés à l'étranger, multilingues depuis l'enfance, avec une expérience de combat sur plusieurs continents. Quand ces hommes furent capturés et interrogés, les officiers du renseignement allemand ne purent traiter ce qu'ils rencontraient. Les rapports au quartier général supérieur étaient parfois marqués d'une mention indiquant que la vérification était requise, que les affirmations du prisonnier semblaient exagérées. Mais les affirmations n'étaient pas exagérées. L'armée américaine ségrégée avait concentré les hommes noirs éduqués dans des unités spécifiques, précisément parce que les commandants blancs ne voulaient pas qu'ils concurrencent les soldats blancs pour les positions. Cela signifiait que lorsque des unités entières étaient décapturées, les gardes allemands se retrouvaient soudainement face à des groupes de prisonniers dont le niveau moyen d'éducation était supérieur à celui des soldats enrôlés typiques de la Wehrmacht. Le 333e bataillon d'artillerie de campagne, décimé pendant la bataille des Ardennes avec de nombreux survivants capturés, comprenait des diplômés universitaires, des techniciens qualifiés et des soldats professionnels. Quand ces hommes arrivèrent dans les camps de prisonniers, les administrateurs allemands découvrirent qu'ils avaient besoin de traducteurs moins que prévu. De nombreux prisonniers pouvaient lire eux-mêmes les ordres allemands et les expliquer aux autres prisonniers qui ne le pouvaient pas. Cela créa des complications pratiques pour l'administration du camp. La procédure standard impliquait d'utiliser des prisonniers germanophones comme intermédiaires, mais cela nécessitait de faire confiance à ces prisonniers avec des informations qui pourraient inclure des renseignements militaires. Les commandants de camps allemands, à qui on avait appris à considérer les prisonniers noirs comme moins menaçants que les blancs, faisaient soudainement face à la réalité que certains de leurs prisonniers noirs comprenaient les questions militaires mieux que leurs gardes. Dans plusieurs camps, cela mena à des situations inhabituelles.
Des prisonniers noirs germanophones furent employés dans l'administration du camp, traduisant les ordres et gérant les détails de travail des prisonniers. Les commandants de camp objectèrent initialement. Utiliser des prisonniers nègres dans des rôles administratifs violait leur compréhension de la hiérarchie raciale appropriée. Mais la nécessité pratique l'emporta. Les prisonniers noirs qui parlaient allemand étaient des traducteurs plus fiables que les alternatives disponibles, et leur maintien militaire et leur discipline en faisaient des intermédiaires efficaces. Cela créa d'étranges inversions de la dynamique de pouvoir attendue. Des prisonniers noirs donnant des ordres aux gardes allemands, traduisant les directives de la Wehrmacht, corrigeant parfois les erreurs des officiers allemands. L'idéologie disait que c'était impossible. La réalité insistait sur le contraire. La capacité de parler allemand et de comprendre les protocoles militaires n'était pas simplement impressionnante, elle devint un outil de survie pour les prisonniers noirs confrontés à un traitement systématiquement pire que celui des prisonniers blancs. La politique de la Wehrmacht, influencée à la fois par l'idéologie raciale nazie et par une exploitation cynique de la ségrégation américaine, imposait des rations réduites pour les prisonniers noirs. Tandis que les prisonniers blancs américains recevaient des colis de la Croix-Rouge et un traitement standard conforme à la Convention de Genève, les prisonniers noirs recevaient souvent des demi-rations et se voyaient refuser l'accès aux soins médicaux, aux loisirs et aux privilèges de correspondance. La justification officielle allemande était troublante dans sa logique. Si l'Amérique elle-même considérait les soldats nègres suffisamment inférieurs pour les ségréguer, alors l'Allemagne ne faisait que reconnaître les classifications raciales américaines. Les administrateurs de la Wehrmacht pointaient vers la ségrégation militaire américaine comme preuve que les soldats noirs méritaient un traitement inférieur. Cela plaçait les prisonniers noirs en danger immédiat. Des rations réduites pendant l'hiver 1944 à 1945, quand la nourriture était déjà rare dans toute l'Allemagne, signifiait la famine. Le refus de soins médicaux signifiait des morts évitables. La combinaison de malnutrition, d'exposition au froid et de maladies tua des milliers de prisonniers alliés dans les camps allemands pendant les derniers mois de la guerre. Et les prisonniers noirs faisaient face à des taux de mortalité encore plus élevés. Les compétences linguistiques devinrent une question de vie ou de mort. Les récits historiques décrivent des prisonniers germanophones utilisant leur capacité linguistique pour négocier avec les gardes pour de la nourriture supplémentaire. Ils pointaient les incohérences dans les ordres allemands, identifiaient quand les gardes mentaient sur la disponibilité des rations, argumentaient en allemand juridique, citant les dispositions de la Convention de Genève pour un meilleur traitement. Ces arguments réussissaient rarement à changer la politique, mais ils réussissaient parfois à changer le comportement de gardes individuels. Un garde qu'on pouvait faire honte dans sa propre langue, qu'on pouvait confronter à la contradiction entre l'honneur militaire allemand et la réalité de prisonniers affamés. Ce garde trouvait parfois du pain supplémentaire, regardait parfois ailleurs quand les prisonniers organisaient des approvisionnements additionnels, agissait parfois comme un soldat plutôt qu'un geôlier. Les prisonniers possédant des connaissances techniques utilisèrent leurs compétences pour se rendre précieux. Les usines allemandes, désespérément à court de main-d'œuvre qualifiée, utilisaient des prisonniers pour le travail industriel. Cela violait les interdictions de la Convention de Genève sur l'utilisation de prisonniers pour la production de guerre, mais l'Allemagne ignorait ces règles quand cela l'arrangeait. Les archives du camp montrent que les administrateurs allemands avaient désespérément besoin de travailleurs qualifiés capables d'opérer des machines complexes. Les prisonniers, qui démontrèrent des connaissances en ingénierie, expliquant comment réparer un équipement cassé en allemand technique, obtenaient des affectations dans des ateliers où la nourriture était meilleure et les conditions moins brutales que dans le camp principal. C'était un territoire dangereux. Aider la production de guerre allemande pouvait être vu comme de la collaboration. Mais les prisonniers naviguaient sur une ligne délicate. Ils réparaient les machines suffisamment pour être précieux, mais pas assez pour aider significativement les efforts de guerre allemands. Ils prenaient plus de temps que nécessaire pour les réparations. Ils décalibraient accidentellement l'équipement. Ils utilisaient leurs connaissances pour survivre tout en sabotant subtilement le système même qui les exploitait. Certains prisonniers utilisèrent leurs connaissances de l'histoire militaire allemande pour établir une relation avec les gardes plus âgés. Ils découvrirent que les vétérans de la Wehrmacht, particulièrement ceux qui avaient servi pendant la Première Guerre mondiale, se sentaient souvent conflictuels par rapport aux politiques raciales nazies. Ces soldats plus âgés se souvenaient de l'Allemagne avant Hitler, se souvenaient d'une culture allemande plus cosmopolite,
Les récits d'après-guerre décrivent des prisonniers engageant ces gardes dans des conversations sur les traditions militaires prussiennes, sur la philosophie allemande, sur l'histoire européenne. Ils citaient Schiller et Heine, des poètes allemands que ces gardes connaissaient depuis leur jeunesse. Ils discutaient de campagnes militaires avec une connaissance qui révélait leur respect pour la compétence militaire allemande, même en combattant contre l'Allemagne. Ces conversations ne changeaient pas dramatiquement le comportement des gardes, mais elles humanisèrent les prisonniers noirs d'une manière qui importait parfois. Un garde qui avait discuté de Goethe avec un prisonnier était moins susceptible de battre ce prisonnier. Un soldat qui avait été engagé dans une conversation sérieuse sur la tactique militaire était plus susceptible de glisser de la nourriture supplémentaire quand il le pouvait. La connaissance du protocole militaire fournissait également une protection. Les prisonniers noirs qui comprenaient les règlements de la Wehrmacht pouvaient citer des ordres spécifiques quand les gardes les violaient. Ils savaient que certaines punitions nécessitaient l'approbation d'un officier. Ils comprenaient les exigences bureaucratiques pour les transferts de prisonniers. Ils reconnaissaient quand les gardes agissaient dans le cadre de la loi militaire allemande et quand ils excédaient leur autorité. Cette connaissance n'empêchait pas les abus. Les gardes allemands qui voulaient maltraiter les prisonniers pouvaient généralement trouver des moyens de le faire, mais elle créait un cadre pour la négociation, pour faire appel au professionnalisme militaire plutôt qu'à la haine raciale, pour exploiter la nature bureaucratique de l'administration de la Wehrmacht. Les archives historiques documentent des instances de prisonniers utilisant leur compréhension de la hiérarchie militaire allemande pour protéger d'autres captifs. Quand des gardes tentaient d'exécuter des prisonniers pour des tentatives d'évasion présumées, des prisonniers connaissant les règlements exigèrent en allemand formel que les affaires soient référées au commandant du camp comme requis par les règlements de la Wehrmacht. Les gardes, surpris par la connaissance des prisonniers et leur langage formel, hésitaient parfois. Cette hésitation permettait de gagner du temps pour des appels au commandant qui reconnaissait qu'exécuter des prisonniers sans enquête appropriée créerait des problèmes avec le commandement supérieur. Les prisonniers étaient punis mais pas tués. De petites victoires qui sauvèrent des vies, la capacité de comprendre ce que les gardes allemands disaient entre eux fournissait également des renseignements cruciaux. Les prisonniers noirs qui parlaient allemand pouvaient écouter les conversations des gardes, apprenant sur la sécurité du camp, les livraisons de nourriture, les transferts potentiels. Et le plus important, les nouvelles du front. Alors que la guerre entrait dans ses derniers mois et que l'effondrement de l'Allemagne devenait inévitable, savoir ce que les gardes savaient sur les situations militaires devint critique pour la survie. Les prisonniers qui comprenaient que l'Allemagne perdait pouvaient se préparer au chaos de l'effondrement. Ceux qui entendaient les gardes discuter de plans d'évacuation pouvaient se positionner pour éviter les marches de la mort. Ceux qui apprenaient l'approche des forces alliées pouvaient chronométrer des tentatives d'évasion ou simplement survivre assez longtemps pour être libérés. Les compétences linguistiques et les connaissances militaires permirent également aux prisonniers noirs d'aider leurs camarades prisonniers. Ceux qui parlaient allemand traduisaient les informations importantes, expliquaient les ordres allemands, avertissaient les autres des dangers, négociaient au nom de ceux qui ne pouvaient pas communiquer avec les gardes. Cela créa des structures de leadership informelles au sein des populations de prisonniers. L'éducation et les compétences linguistiques, plutôt que le rang militaire, déterminait souvent qui devenait un leader de confiance parmi les prisonniers noirs, des hommes qui pouvaient naviguer dans le système allemand, qui comprenaient à la fois la culture militaire américaine et allemande, qui pouvaient traduire et négocier. Ces hommes devinrent essentiels à la survie collective. Février 1945, Stalag 7A, près de Munich. Le froid mordait jusqu'aux os dans les baraquements surpeuplés. La nourriture était rare, l'espoir encore plus. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel allait se produire. Le commandant du camp, le major Werner Hoffmann, était un ancien professeur de mathématiques de Heidelberg, un homme de l'ancienne Allemagne, mal à l'aise avec les excès nazis, mais piégé dans la machine de guerre, comme tant d'autres. Pour briser la monotonie mortelle de l'hiver, et peut-être pour prouver quelque chose à lui-même sur la civilisation allemande, il organisa un tournoi d'échecs parmi les prisonniers. Un rare divertissement dans des conditions de faim et de froid. Le tournoi était destiné aux officiers blancs. Mais l'un des gardes, un jeune Unterscharführer nommé Klaus Dietrich, fervent croyant en la supériorité aryenne, proposa une suggestion. Pourquoi ne pas admettre les prisonniers nègres? Pour le spectacle, pour démontrer leur infériorité intellectuelle de manière définitive. Une leçon de choses vivantes pour quiconque doutait encore des théories raciales.
Le commandant Hoffman hésita, puis accepta. Parmi les prisonniers noirs se trouvait le sergent William Carter. Avant la guerre, il enseignait les mathématiques dans un lycée d'Atlanta. Il était membre du club d'échecs de l'université Howard, où il avait affiné son jeu pendant 4 années d'études. Les échecs étaient sa passion silencieuse, son refuge intellectuel dans un monde qui refusait de reconnaître son intelligence. Au premier tour, on le plaça face à Franz Müller, un unterofficier allemand, champion de la garnison depuis 3 ans. Les gardes se rassemblèrent pour regarder ce qu'ils s'attendaient à être une défaite rapide et humiliante du nègre. Müller ouvrit avec E4, l'ouverture du roi, agressive, confiante. Carter répondit avec C6, la défense carreau-cane, solide, patiente. Le choix d'un homme qui savait que la vraie bataille se gagnerait dans l'endgame. La partie dura 47 coups. Carter manœuvra patiemment, échangeant des pièces avec précision, simplifiant vers une finale de tour où sa technique supérieure deviendrait évidente. Müller, habitué à des victoires rapides contre des adversaires intimidés, se retrouva dans des eaux inconnues. À chaque coup, Carter resserrait l'étau. Au 35e coup, Carter avait forcé une position de zugzwang. Müller n'avait que des coups perdants. Chaque mouvement qu'il pouvait faire aggraverait sa position. L'ironie n'échappa à personne. Le champion allemand, paralysé, le prisonnier noir, maître du plateau. 12 coups plus tard, le roi blanc était mat. Le silence tomba sur le baraquement. Les gardes qui s'étaient dit rassemblés pour rire regardèrent maintenant avec des expressions illisibles. Müller resta assis un long moment, fixant l'échiquier. Puis il se leva, tendit la main à Carter, la serra fermement, et sortit sans un mot. Le lendemain matin, Müller trouva Carter dans la cour du camp. Sans explication, il lui donna sa ration personnelle de pain, tout le pain. Pas un mot ne fut échangé. Mais quelque chose avait changé. Carter remporta le tournoi. Il battit 7 adversaires, dont 2 officiers allemands. Quand il reçut le prix ridicule, un petit fanion du camp, le commandant Hoffman nota quelque chose dans son journal. Le résultat du tournoi nécessite une reconsidération de certaines hypothèses fondamentales. Ce qui se passa sur cet échiquier était une métaphore pour tout ce qui se passait dans les camps à travers l'Allemagne. L'intelligence n'a pas de couleur. La compétence ne connaît pas de race. Et quand la réalité affronte l'idéologie, la réalité finit toujours par gagner. La présence de prisonniers noirs éduqués et germanophones créa une dissonance cognitive profonde chez les gardes allemands que certains ne résolurent jamais, mais qui changea d'autres de façon permanente. Pour les gardes plus jeunes, ceux élevés entièrement sous l'idéologie nazie, la contradiction était particulièrement aiguë. On leur avait enseigné depuis l'enfance que la hiérarchie raciale était un fait scientifique, que les Noirs étaient biologiquement inférieurs, que la supériorité aryenne était une loi naturelle. Rencontrer des preuves qui contredisaient directement ces enseignements créa une crise psychologique. Certains résolurent cette crise par le déni. Ils classifièrent les prisonniers noirs éduqués comme des exceptions qui confirmèrent la règle. Ils arguèrent que ces hommes devaient avoir une ascendance mixte, devaient avoir été éduqués par des enseignants blancs, devaient être d'une certaine manière différents des nègres typiques. Cette gymnastique mentale leur permettait de maintenir leur vision du monde raciste tout en reconnaissant les individus spécifiques qu'ils rencontraient. D'autres, particulièrement à mesure que la situation militaire de l'Allemagne se détériorait et que la foi dans le leadership nazi vacillait, commencèrent à remettre en question des hypothèses plus profondes. Si les théories raciales se trompaient sur ces soldats noirs américains, sur quoi d'autre l'idéologie nazie pourrait-elle se tromper? Des journaux intimes privés récupérés après la guerre documentent cette transformation. En décembre 1944, des gardes écrivaient qu'ils étaient confus par des prisonniers nègres qui contredisaient tout ce qu'on leur avait enseigné. En mars 1945, alors que l'effondrement de l'Allemagne devenait évident, ces entrées avaient évolué vers un questionnement plus large de l'idéologie nazie elle-même. Des gardes écrivaient qu'on leur avait menti, qu'ils réalisaient que leur gouvernement les avait rendus complices d'un grand mal, qu'ils apprenaient des leçons de prisonniers qu'on leur avait enseigné à mépriser. Tous les gardes n'expérimentèrent pas une telle transformation. Beaucoup maintinrent leur racisme jusqu'à la mort, mais assez de soldats allemands rencontrèrent des prisonniers noirs éduqués pour que l'expérience crée des fissures dans les fondations de l'idéologie raciale nazie. Les SS et les nazis convaincus répondirent au rapport sur les prisonniers noirs éduqués par diverses formes de déni. Certains arguèrent que les prisonniers mentaient sur leur éducation.
D'autres suggérèrent que la propagande américaine les avait entraînés à mémoriser des phrases allemandes. D'autres encore insistèrent que toute éducation que ces hommes possédaient prouvait les bénéfices de la civilisation blanche, pas les capacités des nègres. Mais ces arguments devinrent plus difficiles à maintenir à mesure que les preuves s'accumulaient, des prisonniers noirs qui discutaient de questions techniques complexes, qui traduisaient des documents militaires avec précision, qui analysaient les décisions tactiques de la Wehrmacht avec sophistication, qui démontraient des connaissances couvrant la littérature, l'ingénierie, l'histoire et la science militaire. Les rapports de renseignement du début 1945 rendirent la contradiction explicite. Un officier d'interrogatoire écrivit un rapport classifié déclarant que l'interaction continue avec des prisonniers nègres éduqués forçait à reconsidérer les capacités raciales, que ces hommes démontraient une intelligence, une éducation et une compétence militaire indiscernables de celles des prisonniers blancs, que les évaluations précédentes basées sur la théorie raciale apparaissaient fondamentalement erronées. Le rapport fut supprimé. Le commandement supérieur n'avait aucun intérêt pour des documents remettant en question l'idéologie nazie, particulièrement alors que l'effondrement militaire rendait la pureté idéologique apparemment plus importante que la précision empirique. Mais l'officier n'était pas seul dans ses conclusions. À travers de multiples camps de prisonniers, les administrateurs allemands notèrent discrètement que les prisonniers noirs américains qui parlaient allemand étaient des travailleurs plus fiables, meilleurs pour suivre des instructions complexes et plus disciplinés que beaucoup de soldats allemands. L'efficacité du camp s'améliorait souvent quand des prisonniers noirs éduqués étaient employés dans des rôles administratifs. Cela créa des situations absurdes où l'idéologie et la pratique se contredisaient ouvertement. La politique officielle imposait de traiter les prisonniers noirs comme inférieurs. L'administration pratique reposait sur des prisonniers noirs éduqués pour maintenir le fonctionnement du camp. Des gardes qui théoriquement croyaient en la hiérarchie raciale se retrouvaient à recevoir des ordres traduits par des prisonniers noirs, à dépendre des connaissances de prisonniers noirs pour comprendre les procédures militaires américaines et parfois même à chercher conseil auprès de prisonniers noirs sur des questions militaires. Avril 1945, au Flagbont 13B, près de Nuremberg. Les forces américaines étaient à 30 km. L'artillerie tonnait jour et nuit, un grondement constant qui promettait soit la libération, soit la mort. Dans le camp, c'était la panique. Le commandant, le major Heinrich Weber, avait reçu un ordre de Berlin: évacuer les prisonniers vers l'est. Tout le monde dans le camp, garde comme prisonnier, savait ce que signifiait évacuation: la marche de la mort. Des colonnes de prisonniers affamés, forcés de marcher dans le froid, abattus s'ils tombaient, mourant par centaines le long des routes gelées. Parmi les prisonniers noirs se trouvait le caporal James Walker. Avant la guerre, il était technicien radio à Chicago. Son père, immigrant jamaïcain, l'avait élevé dans un foyer bilingue. Il parlait anglais et allemand couramment et avait appris le français pendant ses études. Dans le camp, il travaillait dans l'atelier de maintenance, réparant l'équipement radio pour les gardes, un travail qui lui donnait accès à des informations que d'autres prisonniers n'avaient pas. Cette nuit-là, Walker intercepta une transmission. Une colonne SS se dirigeait vers le camp. Leur ordre n'était pas d'évacuer les prisonniers, c'était de les liquider, tous, avant que les Américains n'arrivent. C'était la procédure standard dans les dernières semaines de la guerre. Ne laisser aucun témoin. Walker se retrouva face à un choix impossible. Il pouvait garder le silence. Dans 2 ou 3 jours, les Américains seraient là. Peut-être survivraient-ils. Peut-être que les SS seraient trop pressés pour exécuter leur plan. Peut-être. Ou ils pouvaient prévenir le commandant, un officier allemand. L'ennemi, l'homme responsable de sa captivité, et potentiellement sauver 2000 vies, incluant celles de ses geôliers. Walker prit sa décision. Il demanda à voir le major Weber. Les gardes rirent d'abord, un prisonnier nègre demandant une audience avec le commandant. Mais Walker insista, en allemand parfait, citant des protocoles militaires. Sa connaissance du règlement, sa maîtrise de la langue, forcèrent les gardes à transmettre sa demande. Weber le reçut dans son bureau, intrigué malgré lui. Walker expliqua la situation. La fréquence de la transmission, le contenu du message, la colonne SS qui approchait, l'ordre de liquidation. Weber écouta en silence. Son visage ne trahissait rien. Quand Walker eut fini, le commandant resta immobile pendant un long moment. Puis, il posa la question. « Pourquoi me dites-vous cela? Nous sommes vos ennemis. »
La réponse de Walker fut simple. Vous êtes des soldats. Les SS sont des assassins. Il y a une différence. 6 mots qui contenaient toute une philosophie de la guerre et de l'honneur. Weber prit sa décision. Il arma ses gardes, positionna des défenseurs au point d'entrée du camp. Quand la colonne SS arriva 3 heures plus tard, il refusa de suivre leurs ordres. Un major de la Wehrmacht défiant les SS pour protéger des prisonniers. Sur la base d'informations fournies par un prisonnier noir américain, l'impasse dura 6 heures. Des négociations tendues, des menaces, des armes pointées des deux côtés, puis à l'aube, les chars américains apparurent à l'horizon. Les SS se replièrent. Le camp fut libéré. 2000 prisonniers survécurent, dont 200 soldats noirs. Après la libération, dans le chaos qui suivit, Weber trouva Walker. Sans cérémonie, il retira sa montre de son poignet. Une montre d'officier, le seul objet de valeur qui lui restait après des années de guerre. Il la tendit à Walker. « Vous avez sauvé mes hommes aussi. » Ils suivaient des ordres, mais ils ne méritaient pas de mourir de la main des SS. Walker accepta la montre. Les deux hommes se serrèrent la main. Un officier allemand et un caporal noir américain. Deux ennemis qui avaient là trouvé quelque chose qui transcendait la guerre et la race. Walker garda cette montre toute sa vie. Elle est maintenant dans un musée de Chicago, accompagnée d'une note expliquant son histoire. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'humanité trouve un chemin. La libération des camps de prisonniers au début de 1945 mit ces contradictions en lumière crue. Quand les forces américaines arrivèrent dans les camps détenant des prisonniers noirs, elles trouvèrent des hommes qui avaient survécu grâce à l'intelligence, l'éducation et la détermination. Elles trouvèrent également des gardes allemands qui avaient été fondamentalement changés par des rencontres avec des prisonniers qui avaient démoli chaque hypothèse raciste qu'on leur avait enseignée. Les témoignages d'après-guerre révèlent que certains gardes allemands qui avaient appris à connaître des prisonniers noirs éduqués furent soulagés quand les Américains arrivèrent. Certains s'excusèrent, pas pour la guerre, mais pour la façon dont les prisonniers avaient été traités sur la base de mensonges qu'ils avaient crus. Des gardes plus âgés dirent aux prisonniers qu'apprendre que leurs hypothèses étaient fausses avait été un cadeau. Un cadeau donné alors que les prisonniers souffraient, certes, mais un cadeau quand même. D'autres camps eurent des expériences différentes. Des commandants nazis convaincus refusèrent de reconnaître que des prisonniers noirs éduqués remettaient en cause la théorie raciale. Même pendant la reddition, ils insistèrent que l'éducation des prisonniers n'avait aucune pertinence pour les classifications raciales. Mais les gardes plus jeunes remarquèrent que les observateurs regardaient les prisonniers noirs différemment, avec une reconnaissance que tout ce qu'on leur avait enseigné était questionnable. Les vies d'après-guerre de ces prisonniers noirs reflétèrent l'ironie amère de leur situation. Ils avaient survécu à la captivité allemande, prouvé leur intelligence et leur capacité à des geôliers sceptiques, démontré que les hypothèses racistes étaient des mensonges. Puis ils retournèrent dans une Amérique ségrégée où ils firent face à beaucoup des mêmes hypothèses qu'ils avaient contestées dans les camps de prisonniers. Des vétérans retournèrent dans un pays où ils ne pouvaient pas voter dans leurs états d'origine, malgré leur service militaire. Ils firent face à la discrimination à l'emploi malgré leur éducation et leur expérience militaire. Ils retournèrent enseigner dans des écoles ségrégées qui recevaient une fraction du financement accordé aux écoles blanches, ou à des emplois en dessous de leur qualification à cause de la couleur de leur peau. Les gardes allemands, qui avaient été changés par des rencontres avec des prisonniers noirs éduqués, connurent des destins divers. Certains devinrent des défenseurs de l'égalité raciale dans l'Allemagne d'après-guerre. D'autres abandonnèrent discrètement leurs croyances racistes, mais ne parlèrent jamais publiquement de leur transformation. D'autres encore retournèrent aux préjugés une fois que la preuve immédiate des capacités des prisonniers noirs fut retirée de leur vue quotidienne. Les soldats noirs prouvèrent leur égalité aux geôliers nazis plus efficacement qu'à leur propre armée qui les avait gardés ségrégés tout au long de la guerre. Ils démontrèrent leur capacité dans les camps de prisonniers tout en se voyant refuser des opportunités dans leur propre armée. Ils contestèrent les hypothèses raciales allemandes tout en vivant sous des restrictions raciales américaines. L'ironie était amère et évidente. 1967, Atlanta, Géorgie, 22 ans après la fin de la guerre. William Carter, le joueur d'échecs de Stalag 7A, était maintenant directeur d'une école secondaire, un homme respecté dans sa communauté. Un activiste du mouvement pour les droits civiques, organisateur de manifestations pacifiques, mentor pour une nouvelle génération de jeunes noirs qui refusaient d'accepter la ségrégation. Ce matin-là, parmi le courrier habituel,
Il trouva une enveloppe avec des timbres allemands. L'adresse de retour indiquait Munich. Il l'ouvrit avec des mains qui tremblaient légèrement. Pas de peur, d'anticipation. La lettre était de Franz Müller, l'homme qu'il avait battu aux échecs dans un baraquement glacé si longtemps auparavant. Müller écrivait qu'après la guerre, il était devenu enseignant, professeur de mathématiques comme Carter avant lui. Pendant 22 ans, il avait porté le souvenir de cette partie d'échecs, de sa défaite, du silence dans le baraquement quand le roi blanc était tombé, de la poignée de main qu'il avait offerte à un homme qu'on lui avait appris à considérer comme inférieur. Il avait raconté cette histoire à ses élèves, des centaines de fois, pas comme une anecdote de guerre, mais comme une leçon de vie, sur les préjugés, sur l'aveuglement, sur la façon dont les hypothèses que nous ne questionnons pas nous font manquer la réalité devant nos yeux. Müller avait suivi les nouvelles américaines, les marches pour les droits civiques, les discours de Martin Luther King, les manifestations et les résistances. Il avait vu le nom de Carter dans un article de journal sur un directeur d'école à Atlanta qui organisait des protestations pacifiques. Il avait reconnu le nom. « J'ai perdu contre vous aux échecs », écrivait Müller. « Mais cette défaite m'a appris plus que toutes mes victoires. Vous m'avez montré qu'un homme n'est pas sa race. C'est son choix, son intelligence, son cœur. Je transmets cette leçon chaque jour. Merci pour cette défaite. » Carter lut la lettre plusieurs fois. Puis il prit une feuille de papier et commença à écrire une réponse. Les deux hommes se correspondent jusqu'à la mort de Müller en 1983. Des lettres traversant l'océan, reliant deux vies que la guerre avait entrelacées de la façon la plus improbable. Ils discutaient d'échecs, bien sûr, mais aussi de leur famille, de leurs élèves, du monde qui changeait autour d'eux, trop lentement à leur goût, mais changeant quand même. Aux funérailles de Müller à Munich, 3 de ses anciens élèves vinrent parler à sa veuve. Ils voulaient lui dire comment l'histoire de la partie d'échecs avait changé leur vie, comment elle leur avait appris à questionner les préjugés, comment elle les avait rendus meilleurs. L'un d'eux était devenu médecin en Afrique, un autre, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, le troisième, enseignant comme son mentor, transmettant la même leçon à une nouvelle génération. La veuve de Müller écrivit à Carter pour lui raconter tout cela. Carter encadra cette lettre et la mit à côté de la première. 2 lettres de Munich, séparées par 16 ans, racontant une histoire de transformation qui avait traversé les décennies. L'histoire de gardes allemands surpris par des prisonniers noirs parlant allemand révèle une vérité profonde sur l'idéologie raciale. Elle ne peut pas résister à un contact soutenu avec la réalité. Les théories raciales nazies n'étaient pas basées sur des preuves. Elles étaient basées sur des hypothèses conçues pour justifier des conclusions prédéterminées sur la hiérarchie humaine. Quand ces hypothèses rencontrèrent des êtres humains réels qui les contredisaient, les théories échouèrent. Pas immédiatement, pas universellement, mais définitivement. Les prisonniers noirs américains qui parlaient allemand comprenaient la tactique militaire et démontraient une éducation qui surprenait leurs geôliers, ne se proposaient pas de contester l'idéologie nazie. Ils étaient simplement eux-mêmes. Des soldats éduqués, compétents, professionnels dont les capacités n'avaient rien à voir avec la couleur de leur peau. Mais en étant eux-mêmes dans un environnement où leur existence même contredisait l'idéologie officielle, ils devinrent des enseignants involontaires. Ils enseignèrent aux gardes allemands que les théories raciales étaient des mensonges. Ils démontrèrent que l'intelligence, l'éducation et la compétence militaire transcendent les catégories raciales. Ils prouvèrent par leur existence quotidienne que les hypothèses nazies sur la hiérarchie raciale étaient fondamentalement fausses. Cet enseignement vint à un coût énorme. Les prisonniers noirs souffrirent de rations réduites, de soins médicaux refusés et de discrimination systématique même en captivité. Ils survécurent à des conditions qui tuèrent des milliers et retournèrent chez eux dans un pays qui pratiquait encore la ségrégation légale. Les gardes allemands qu'ils avaient éduqués sur l'égalité raciale furent libérés, tandis que ces soldats noirs continuaient à se battre pour des droits civiques fondamentaux dans leur propre nation. L'ironie était amère et évidente. Les soldats noirs prouvèrent leur égalité aux geôliers nazis plus efficacement qu'à leur propre armée qui les avait gardés ségrégés tout au long de la guerre. Ils démontrèrent leur capacité dans les camps de prisonniers tout en se voyant refuser des opportunités dans leur propre armée. Ils contestèrent les hypothèses raciales allemandes tout en vivant sous des restrictions raciales américaines. Pourtant, leur impact perdura. À Munich, un enseignant raconta à ses élèves une partie d'échecs qui avait changé sa vision du monde. À Nuremberg, un ancien commandant garda l'histoire d'un prisonnier qui avait sauvé ses hommes.
À travers l'Allemagne et à travers l'Amérique, des gens touchés par cette histoire la transmirent. La confrontation entre l'hypothèse raciste et la réalité indéniable est la leçon durable de ces rencontres. L'idéologie insiste sur des catégories et des hiérarchies. La réalité présente des êtres humains individuels dont les capacités et les caractères ne rentrent pas dans les catégories. Quand les deux entrent en collision, ceux qui sont prêts à reconnaître la réalité apprennent. Ceux qui sont engagés dans l'idéologie trouvent des rationalisations de plus en plus désespérées. Les gardes allemands, qui apprirent des prisonniers noirs éduqués, découvrirent ce que les racistes de chaque époque finissent par découvrir quand ils sont forcés de confronter les preuves, que les classifications qu'ils croyaient naturelles sont artificielles, que les hiérarchies qu'ils pensaient biologiques sont des constructions sociales, que l'infériorité qu'ils supposaient réelle est un mensonge conçu pour justifier l'injustice. Les prisonniers noirs américains qui leur enseignèrent ces leçons en étant simplement eux-mêmes démontrèrent un courage extraordinaire. Pas le courage de la bataille, bien que beaucoup l'aient aussi montré, mais le courage de maintenir la dignité, de démontrer les capacités et d'affirmer l'humanité dans un environnement conçu pour nier les trois. Leur histoire mérite d'être rappelée, non seulement comme histoire militaire, mais comme témoignage du pouvoir des êtres humains individuels à défier les systèmes d'oppression par le simple acte d'être indéniablement, compétemment, courageusement eux-mêmes. Les gardes allemands furent surpris, les prisonniers noirs ne le furent pas. Ils avaient toujours su de quoi ils étaient capables. Ils attendirent simplement que d'autres le reconnaissent. Et dans les camps de prisonniers à travers l'Allemagne, en 1944 et 1945, certains gardes reconnurent enfin. Franz Müller reconnu sur un échiquier. Heinrich Weber reconnu dans un bureau de commandant. Des dizaines d'autres reconnurent dans d'innombrables petites interactions qui ne furent jamais enregistrées, mais qui changèrent des vies. Puis, ils transmirent cette reconnaissance aux générations suivantes, dans des salles de classe à Munich, dans des lettres traversant l'Atlantique, dans des histoires racontées à des enfants qui les raconteraient à leurs propres enfants. La guerre finit par se terminer. La ségrégation finit par tomber. Les préjugés, plus lentement, commencèrent à s'effriter, et quelque part dans cette longue arc de l'histoire, les leçons enseignées dans les camps de prisonniers allemands par des hommes qui refusaient d'être inférieurs jouèrent leur rôle. Ils ne cherchaient pas à changer le monde. Ils cherchaient à survivre, mais en survivant avec dignité, en démontrant leurs capacités, en refusant d'accepter les limitations que d'autres leur imposaient, ils changèrent quand même le monde. Une partie d'échec à la fois, une conversation à la fois, une vie sauvée à la fois. C'est ainsi que le changement arrive vraiment, pas dans les grandes déclarations, mais dans les petits moments où un être humain en regarde un autre et reconnaît, peut-être pour la première fois, leur humanité commune. Les prisonniers de guerre noire de la Seconde Guerre mondiale créèrent beaucoup de ces moments, et nous vivons encore dans le monde qu'ils aidèrent à façonner.